Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs le corps diplomatique, mesdames et messieurs que vous nous entendez sur les connexions en Zoom, bonjour et je vous remercie de votre présence. Et grâce au Sénat, nous avons un succès ici formidable. Je remercie également les intervenants, chercheurs de renom, universitaires, spécialistes, surtout Madame Alena Douane, rapporteur spécial des Nations Unies pour les sanctions, et Monsieur le professeur Lachmi Bassam, qui sont déplacés de l'étranger, présents ici, pour exprimer et partager avec vous leur point de vue. Comme vous le savez, on devait organiser au Sénat, mais les responsables, ils ont indiqué comme quoi, au niveau de sécurité, ils ont des problèmes. Eh bien, grâce à vous, on se trouvait ici chez nous. Et dans ce cas-là, si éventuellement vous êtes dans une situation pas très confortable, excusez-nous. Au Proche-Orient et en Ukraine, le retour de la paix est devenu une urgence absolue. La violation des principes fondamentaux du droit international public, tels que la souveraineté et le respect de l'intégrité territoriale des États, au nom d'impératifs de sécurité juste ou non, deviennent de plus en plus courantes. La guerre en Ukraine et le conflit israélo-palestinien illustrent la persistance ou le retour de divers types de conflits du XXIe siècle. La guerre interétatique avec volonté, contestation territoriale entre la Russie et l'Ukraine, le retour des rivalités entre grandes puissances, Chine, États-Unis, Russie, États-Unis, les guerres issues de la désintégration d'États en Syrie, en Irak, le djihadisme en Afrique ou encore la lutte entre fonctions armées comme en République démocratique du Congo, etc. Le chaos planétaire d'instabilité et la difficulté croissante d'assurer une coexistence viable entre les nations, les communautés et même les individus rendent incertain tout pronostic sur l'avenir. Vers quelle paix faudrait-il avancer ou retourner? Quel ordre politique international pourrait la rétablir durablement? La vérité est que nous avançons à tâtons, sans prétention ni assurance de détenir la clé d'une paix durable et consensuelle. Les recettes d'hier, totalisantes et monologiques, ont perdu tout pouvoir de conviction
de toute légitimité qu'il s'agisse de la théorie de la paix démocratique promue par les néoconservateurs américains, de la paix via le marché et de la globalisation heureuse, toutes deux fondées explicitement ou implicitement sur un ordre hégémonique et unipolaire. Napoléon III ne disait-il pas « l'Empire, c'est la paix ». Quant à l'Organisation des Nations Unies, il semble condamné à l'impuissance. Les grandes visions de paix perpétuelle peuvent certes nous servir d'étoiles guides, mais elles ne constituent en aucun cas des plans d'action concrets applicables dans une situation historique marquée par l'incertitude de la contingence. Ainsi, l'architecture institutionnelle et juridique de l'ordre international apparaît de plus en plus inadaptée aux dynamiques sociales et géopolitiques contemporaines. Sur le plan organisationnel et juridique, un recentrage des institutions internationales sur leur fonction centrale, la paix, s'avère nécessaire. En effet, ces institutions peinent aujourd'hui à définir des représentations légitimes de la paix. Certes, elles continuent tant bien que mal à assurer l'interconnexion entre des États au niveau global et régional. On constate aussi l'hégémonie de nouvelles institutions qui s'imposent comme des lieux de diplomatie. Le groupe de BRICS+, par exemple, malgré le scepticisme initial, commence à jouer un rôle durable. À l'inverse, l'Union européenne et l'OTAN sont aujourd'hui en proie d'une crise profonde dont on ne voit pas l'issue. Les solutions, qu'elles soient diplomatiques, institutionnelles ou juridiques, devraient dans tous les cas tenir compte des réalités historiques, sociales et culturelles. Il est nécessaire de s'interroger à nouveau sur la culture de la paix. Comme le rappelle Bertrand Badilly dans son ouvrage « L'art de la paix », inspiré par des traditions philosophiques diverses, il souligne que la paix ne peut être qu'un état d'âme et une dynamique permanente plutôt qu'un simple accord entre puissances. Critiquant la précarité des traités et la fragilité des compromis interétatiques, il préconise une action d'un monde axée sur l'éducation, la prévention des conflits et la lutte contre les souffrances socio-économiques. Pour lui, la paix véritable nécessite un changement de mentalité et une mobilisation collective à l'échelle mondiale, bien loin des rapports de force traditionnels. L'idée d'un art de la paix, ancré dans une culture et des valeurs partagées est fondamentale. Il est avéré, par exemple, que la culture aristocratique et diplomatique du XIXe siècle
mêlant tradition monarchique, pragmatisme et influence des Lumières, a joué un rôle clé dans le succès du Congrès de Vienne. Il a permis aux négociateurs de trouver un compromis garantissant la paix et la stabilité en Europe pour plusieurs décennies. Un enseignement basé sur l'apprentissage de la pensée critique et l'ouverture aux différentes traditions philosophiques et culturelles est au fondement de la théorie de dialogue des cultures de philosophes russes Vladimir Biblé. Selon lui, les civilisations ne sont pas des ensembles clos. Ils évoluent à travers un échange permanent de connaissances et de valeurs. C'est par l'interaction que les sociétés progressent et évitent la stagnation ou le conflit. Il est aussi examiné les pratiques et les formes d'organisation pour promouvoir un tel esprit de paix. Dans le traité « La paix de la foi », publié l'année de la prise de Constantinople par les Turcs, le cardinal Nicolas de Creuse voyait dans la pluralité un chemin vers une vérité commune, un moyen d'établir la paix religieuse. Son dialogue imaginaire se déroule à Jérusalem. Un choix symbolique, puisque cette ville représente un centre spirituel pour plusieurs grandes traditions monothéistes et incarne l'idée d'une reconnaissance et réconciliation possible entre les religions. On pourrait, dans cet esprit, réfléchir à la constitution des hauts niveaux de la paix, des espaces de dialogue et de médiation. Dans tous les cas, la paix ne saurait être durable que si elle satisfait à la fois aux exigences de la raison et du cœur. Ainsi, la paix peut être favorisée par la primauté accordée au droit par des institutions capables de réduire la méfiance et hostilité entre État et communauté, et par la promotion de dialogue interculturel et intercivilisationnel. Il ne faut pas oublier que la paix, comme le rappelle Julian Freund, est une question éminemment politique. Le type de paix est corrélatif à chaque époque au type de guerre que l'on mène. La paix n'est pas ni un absolu, ni un état naturel du monde. Elle est avant tout le produit d'une volonté politique. Celle-ci doit cependant être guidée par une connaissance approfondie des mécanismes de la violence collective, corrélatifs comme le souligne le sociologue allemand Jan Joos. Loin des polémiques et des condamnations, il convient donc d'ouvrir des pistes polémiques, diplomatiques et juridiques pour enclencher un véritable processus de paix, en envisageant concrètement des voies de dialogue et des protocoles de règlement acceptables par toutes les parties.
Mesdames et messieurs, la paix est un bien précieux, un trésor que nous devons chérir et partager. Il propose sur des fondations solides le respect mutuel, la compréhension profonde et la coopération sincère entre les peuples. Mais la paix ne se limite pas à l'absence de conflits armés. C'est un état dynamique, une construction quotidienne qui exige l'engagement de tous. Elle se nourrit de dialogue ouvert et honnête, de la justice équitable pour tous et de la solidarité agissante envers les plus vulnérables. Pour garantir un avenir harmonieux où les générations futures pourront s'épanouir dans un monde de paix, il est essentiel que chacun de nous apporte sa contribution en unissant nos forces, en cultivant l'empathie envers autrui et en dépassant nos préjugés. Nous pouvons construire un monde où la paix n'est pas seulement un rêve, mais une réalité tangible. Un monde où chaque être humain, quelle que soit son origine, sa religion ou ses opinions, peut vivre dans la dignité et la sécurité. N'oublions jamais que la paix est une œuvre collective, un jardin que nous devons cultiver ensemble, jour après jour, avec amour et détermination. Je remercie de votre attention.